chère internautatrice, cher internautateur, Pardon. le monsieur qui est en train de mourir à côté de moi n'est pas Hannibal. Il s'agit de monsieur Nicolas qui est venu nous présenter, qui nous présente de temps en temps ce qu'on appelle du wargame, du jeu de guerre, des trucs très compliqués pour des gens en train de mourir, déjà bien malades. Et là, il vient nous expliquer que le wargame, c'est pas seulement des petits pions en carton avec des symboles de l'OTAN dessus, sur des cartes avec des hexagones. Ça fricote aussi un peu avec le jeu de plateau, avec le jeu de figurines, enfin ça fricote avec tout. Et en fait, c'est difficile de faire une catégorie complètement, reste avec moi monsieur Nico, de faire une catégorie bien simple. C'est pour ça que vous avez présenté Hannibal. Hannibal qui est un jeu publié chez Avalon Hill en 1996. Ce qui ne rajeunit pas complètement, et qui a cette particularité d'être un jeu de plateau, parce que là, on ne retrouve pas effectivement des armées avec des cases hexagonales, mais un plateau qui figure la Méditerranée, ouais, c'est ça. La partie occidentale. La partie occidentale de la Méditerranée, et qui est, qui est à mi-chemin entre les deux, et qui présente un système nouveau, alors presque nouveau à l'époque, qui s'appelle les card-driven systems. Les card-driven systems. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, card-driven system? Ça veut dire que déjà, il y a une grande tradition, c'est qu'à chaque fois que je viens vous voir, je suis malade. Hein, donc ouais. voilà, donc ça c'est... dans le jeu d'histoire, il y a une certaine tradition, moi c'est la mienne. Je suis vraiment désolé. Mais comme on prend rendez-vous et qu'il faut planifier un peu les choses... C'est l'hiver ici. C'est l'hiver, voilà. Et à Orléans, c'est terrible l'hiver. À Orléans, c'est terrible l'hiver. Alors, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu mettre en avant le côté wargame, wargame historique, comme mon petit camarade Guillaume a commencé à faire, et je trouve que c'est super intéressant. Comme je suis local et puis que j'ai un petit peu une collection de jeux, pardon, j'ai une collection de jeux qui n'est pas exactement la même que la sienne. L'idée, c'était de montrer. Donc, dans une autre vidéo, tout à l'heure, on a fait de la figurine, où il y avait aussi des carthaginois. Oui, ça que vous pourrez voir sur Train TV ailleurs, en cliquant par ici, par là. Ou alors, ça ne devrait pas tarder. Je ne sais pas quand est-ce que la publication se fera. Mais ici, on est plutôt dans un jeu de plateau, 2 joueurs. C'est ça. Hein, parce que Rome contre Carthage. Là, c'est une autre façon de faire du jeu d'histoire. On a vu... différemment les figurines. Oui. Guillaume a présenté des choses plus militaires. Et là, on est sur une version du jeu d'histoire qui se rapproche du jeu de plateau. Oui, alors en même dans temps, le sens où on a un côté un peu politique. Même si mes connaissances de l'histoire sont pleines de lacunes, Hannibal et Rome, il y a quand même une histoire militaire un petit peu entre les deux. Ça, c'est la deuxième guerre punique. Oui. C'est celle qui prend lieu quand... Restons puniques. Voilà, c'est ça. Carthage s'est pris une grosse volée, n'a plus le contrôle maritime de la Méditerranée et va essayer de faire des choses. Et la particularité des fameux card-driven systems, c'est de gérer un aspect politique et militaire à la fois. Et il y a des cartes. Il y a des cartes, puisque dans le mot card-driven system, c'est le système conduit, mené, géré par les cartes, comme son nom l'indique, ça veut dire ça. Alors le premier, parce que du coup j'ai amené quelques jeux, parce que c'est pas le premier qui utilise ce type de cartes qu'on va retrouver dans d'autres jeux de société plus modernes après encore. Hein. Le premier c'est lui, With the People. With the People, qui a fait beaucoup parler de lui. Parce qu'il était révolutionnaire à l'époque. Qui était vraiment le jeu révolutionnaire. À l'époque, on disait c'est du wargame pour les néophytes. C'est ça, c'est de l'apprentissage. Moins de 10 heures la partie, c'est vraiment super accessible. Oui, bien sûr. Mais c'était comme ça. Hein. À l'époque, on s'en foutait. On était parti pour une nuit, 2 jours, 3 jours. Alors, ils font pas tous moins de 10 heures, ceux que j'ai amenés. Hein. Oui. Voilà. Donc, mais là, on est à moins de 10 heures la With the People, ça reprend la guerre d'indépendance américaine. Oui. Ce qu'on a retrouvé... Alors, qui est édité donc chez Avalon Hill aussi. C'est quoi sa petite date à lui? J'essaie de trouver. Ça doit être 89 ou 93. 93 pour cette version-là. Et puis c'est un jeu de William. Non, ça c'est la photo. Qui est l'auteur? Je le vois plus de We the People. Quelle honte. C'était une époque où les auteurs de jeux n'étaient pas si importants. Non, ils s'en foutaient. Hein. Il y a le gars qui a fait l'image, en tout cas
qui a fait l'image dessus. Mais alors là, vous pouvez toujours vous brosser. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des titres plus récents. Il n'y en a pas. On trouve des titres plus récents. Par exemple, 1775 que Academy Game fait en français avec Asynchron reprend le même thème, mais sur des thématiques et des façons de faire. Alors ça, c'est de la pub. C'est pas la règle. La règle, elle est ailleurs. Même With the People, voilà, on donne le prix, on donne de quoi ça fait. On s'en foutait des auteurs à l'époque. C'est des gens qui n'existaient pas. Hein. Non, tu devrais ah ouais, la règle qui a été utilisée. Hein. Alors si vous trouvez quelque chose là-dessus. Voilà. Crédit. Game Design. Mark Herman. Ah bah oui, voilà, Mark Herman. Donc Mark Herman, qui est le premier monsieur, qui est un américain, donc, à développer ce système. En 2 mots, qu'est-ce que ça change comme mécanique? Parce que avant, on avait plein de règles. Globalement, parce que là où c'est révolutionnaire, on retrouve à peu près le même style. On a des zones, on va bouger par zone, on va bouger avec un système de cartes qui permet de dire ça ou ça. Ouais. Alors With the People, je crois qu'il a été refait par GMT, donc une autre boîte américaine. Je vous le rends. Et ce que ça va changer, c'est que on n'est plus dans des armées frontales, on n'est plus dans du wargame classique. Alors, disons qu'on a essayé de... L'idée, c'est simplifier au maximum l'aspect militaire pour rendre compte de la façon la plus simple possible l'interaction entre l'aspect politique des choses et l'aspect militaire. C'est-à-dire que faire la guerre pour faire la guerre, c'est jamais une fin en soi, la guerre est un outil politique. Voilà. Et donc, on va jouer avec un système qui va permettre, en une seule carte, de faire un choix stratégique en disant est-ce que je vais jouer les choses pour l'aspect politique, donc en général le texte, ou les marqueurs de contrôle politique, parce que je vais contrôler des zones. Politiques, ce ne sont pas. Alors, ce sont des marqueurs de contrôle politique qui permettent de dire. Non, les armées, les petits pions d'armée, ça va être ses points de force en général. Et donc je vais pouvoir le pion d'armée avec une valeur dessus. Voilà. Et puis un pion marqueur politique. Donc on le voit hein, sur celui-ci par exemple, on a le côté bleu pour Carthage et le côté rouge pour Rome, avec des symboles différents. Voilà. Donc ça veut dire j'y suis. Voilà, c'est moi qui contrôle. Ça veut dire que c'est moi le chef là-bas. Alors c'est moi le chef. Disons plutôt que ce territoire-là, cette zone géographique, penche de mon côté. Et on va passer sur un système. Comme c'est double face, on imagine bien que c'est versatile. Ça peut être versatile. Ça veut dire que par exemple, je peux jouer ma carte. Donc, ce qui fait l'apanage de cette série, ça va être une carte. Il y a plusieurs façons de la jouer. Alors, on va prendre une carte de valeur 3 parce que c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire que sur la carte, il y a plusieurs informations qu'on peut utiliser différemment. C'est ça. La première, ça va être simple. J'en montre une. Il y a le texte. Voilà. Alors, désolé, hein, mais tout est en anglais. Hannibal a été traduit en français par Jeux des cartes. Chez Jeux des cartes, il était sorti, oui, tout à fait. Quelques années après, il est ressorti chez Valley Games en anglais. Je crois qu'il est plus disponible. On peut en trouver d'occasion du Descartes. Ou neuf dans une boutique en cherchant un petit peu. Mais il faut avoir pas mal de chance. Donc, comme on peut le voir sur une carte. Il y a un gros chiffre déjà, il y a un gros chiffre. Voilà, alors une carte. Là, voilà, on voit une carte, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a un texte. Oui. Two Legends of Slaves Raised. Donc là, il y a la couleur noire, marron, qui entoure le chiffre 3, ça veut dire que c'est Rome qui peut jouer l'événement politique. D'accord. Certains peuvent être joués par les deux côtés, d'autres pas. Mais on n'a pas chacun notre paquet de cartes? Pas dans ce jeu-là. Pas dans ce jeu-là. Dans certains, oui, mais pas dans ce jeu-là. Il y a même un numéro de carte, hein, c'est assez précis. Hein. 43, oui, j'imagine, c'est le numéro de carte. C'est la 43. Alors dans le jeu, ça ne sert à rien. Donc là, ça va permettre à Rome de placer des combats units. Donc là, jusqu'à 4 combats units. Donc dans le Latium, voilà, s'il n'y a pas de Carthaginois à portée de la main qui l'empêcherait de faire ses levées de volontaires. Donc ce sont des événements en réalité. Donc ça, c'est un événement. Alors ça, c'est très militaire comme événement, mais il y en a d'autres qui sont plus politiques. D'accord ? Donc on peut avoir... Donc en fait, cette gestion des cartes, parce que dans le wargame... Ça, c'est un exemple de carte très politique. Dans le wargame tel qu'on l'imagine, on a toujours deux armées qui vont se foutre sur la gueule, pour parler vulgairement. Plutôt. Dans du wargame strict alors que là, on va couvrir une période beaucoup plus générale et des campagnes et des périodes historiques entières. Là, l'idée, c'est de simuler, dans la Deuxième Guerre punique, il y a des événements politiques. Avec le fait que ce n'est pas une guerre militaire à proprement parler, où on va chercher
on cherche toujours à détruire l'autre, mais potentiellement, on peut imaginer qu'un camp gagne alors qu'il ne fait prendre des défaites militaires, mais qui va en gagner une, la seule. D'un seul coup, dans le wargame, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la guerre pour gagner. Oui et non, c'est plus compliqué que ça. Ce qui est bien, c'est ça. Je suis déjà malade en train de souffrir et tu m'embrouilles, c'est dur. Non, la guerre, ça dépend du contexte politique. On est dans un cran au-dessus du wargame. On est un petit peu au-dessus, voilà. C'est sur le côté, ce côté gestion politique. Donc, soit il y a de l'événement. Là, tout d'un coup, tout à l'heure, la carte qu'on voyait. Oui, Philippe V. Donc là, Macédoine. Voilà, Philippe V de Macédoine s'allie avec Carthage. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que du coup, le Romain va perdre une de ses cartes stratégiques et que pour tous les mouvements par mer, Carthage aura un -1. Donc là, c'est un bonus, d'accord, pour bouger par mer, parce que sinon, grâce au fait que Philippe V de Macédoine rentre en guerre contre Rome, ça soulage un peu la pression qui est mise sur Carthage. Donc du coup, Carthage va pouvoir bouger ses bateaux et se transporter par mer de façon un peu plus libre. Donc là, on voit que c'est effectivement un événement politique. La carte avait Carthage, un 3. C'est là, hein. Carthage, du coup, c'est la Tunisie actuelle, d'accord. À l'époque, Carthage contrôle toute la Cyrénaïque, l'Afrique du Nord, jusqu'en gros à la moitié de l'Algérie, contrôle le sud de la péninsule ibérique. Ce qui est l'Espagne aujourd'hui. Carthage a des alliés en Italie. Surtout parce qu'en fait, ils ont un ennemi commun. Il y en a un là, c'est ça? Et puis 2 dans la Gaule cisalpine, donc qui sont des... Voilà. Donc on retrouve cet aspect politique intérieur. Et le but du jeu va être de... Alors, pour Rome, c'est facile. Pour Rome, il faut réussir à soit prendre Carthage, en gros, soit faire chuter politiquement Carthage, soit tuer Hannibal. Vous disiez, il n'y a pas que la guerre, finalement. Voilà. Hannibal, c'est le principal leader politique carthaginois qui veut faire la guerre à Rome. Du côté romain, il y a moins cet aspect, la guerre contre Carthage, voilà, parce qu'en fait, c'est Carthage qui décide d'attaquer, et Rome est en position de défense, mais en position de défense parce que Rome est dans une phase d'expansion, et Carthage se sent agressé, c'est pour ça que Carthage attaque, politiquement. Oui. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est un petit peu ça. Et donc là, on va se battre. Alors on voit, hein, il y a la partie gauloise et on voit bien que par rapport au nombre de zones, il n'y a pas de couleur sur la partie gauloise parce que du coup, ce n'est pas l'enjeu de la guerre. L'enjeu de la guerre, c'est bien la Sicile d'un côté qui a un grenier à blé. Ça va être la Corse-Sardaigne, mais qui est un petit peu anecdotique. Ça va être beaucoup l'Espagne. Anecdotique, mais c'est quand même bien placé. Ça fait qu'une seule région en fait. Donc c'est pas très. Ça fait une région qui est assez sensible, mais qui n'a pas de. Le revirement de cette région n'a pas d'importance. Alors que par exemple, sur Gadès, ça c'est une ville qui a une importance stratégique. Qui a un canal. Alors surtout parce qu'en fait il y a des mines d'argent. Et l'argent pour financer la guerre, c'est bien. C'est pas mal non plus. D'accord. Donc si le Carthaginois perd Gadès, il va avoir moins de troupes qui arrivent en renfort à chaque tour. Une carte, comme on les voyait tout à l'heure, je ne sais pas si Node peut repasser sur la caméra, merci. Donc il y avait l'événement politique. Là, on voit que le 3 a 2 couleurs, ça veut dire que les 2 camps peuvent l'utiliser? Oui. Quel intérêt pour les Romains? Parce que si la guerre avec Philippe de Macédoine est déjà arrivée, le Romain peut le rejouer et ça met fin à la guerre. D'accord, ok. D'accord, voilà. Donc en fait, par exemple, sur les autres historiquement, ce sont des choses qui se sont produites, qui se sont avérées, c'est ça, il n'y a pas d'Uchronie là-dedans. Non. Mais il pourrait y en avoir, mais dans ce jeu-là, il n'y en a pas. Sauf que le moment où on va tirer les cartes ne va pas respecter la chronologie historique réelle. Alors c'est la limite du wargame historique. On est tout le temps à fluctuer entre... On veut rester dans le cadre, mais si on fait que rester dans le cadre, on ne fait que produire ce qui s'est passé, c'est pas intéressant. Oui, en général, ça aboutit au même résultat. Voilà. C'est toute la limite. C'est toute la limite. Les if. Les what if. Alors, on n'est pas dans le what if parce que le what if, ça serait par exemple, admettons que Vercingétorix se soit déjà levé, sentant la future menace que pourrait, et donc il apparaît sur la carte. Alors que là, pour le coup, on est dans l'Uchronie parce qu'il n'est pas encore né à l'époque où on joue, simplement parce qu'on joue entre 218 à 201 avant notre ami Jésus-Christ, alors que Vercingétorix, c'est quand même en gros 250 ans plus tard. Voilà. 150 ans plus tard, pardon, excusez-moi. Je n'avais pas relevé. Hein. C'est pas grave. Et donc, l'idée, c'est de dire, il y a un contexte, ça c'était possible, ça s'est produit et tout, est-ce que ça se reproduira ou pas? Et on fait avec. D'accord.
Ça, c'est la limite de la jouabilité. En termes de jeu, ça se passe comment? C'est-à-dire que ces cartes, on les a dans les mains? Justement, revenons sur la carte. Revenons sur la carte. Comment ça s'en sert? On a expliqué l'aspect politique, je joue le texte. Oui. Le 3, ça peut vouloir dire plein de choses. Alors, à côté du 3, il y a un petit bateau. Ça veut dire que je vais pouvoir me servir de cette carte pour activer un général qui va prendre la mer avec ses troupes. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est un des pouvoirs de la carte. Ça, c'est un des pouvoirs de la carte. Toutes les cartes qui ont 3 ont le petit bateau à côté. Les cartes, alors 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux activer un général qui a une valeur stratégique qui va entre 1 et 3. 1, c'est le meilleur. Et on retrouve Hannibal, par exemple. Voilà, sur des pseudo-figurines, on va dire. Et on va mettre ici parce que ça brille peut-être un peu moins. Voilà monsieur Hannibal. Tiens, et ça c'est Hanno, un général carthaginois qui est resté en Afrique. C'était pas un seigneur, lui? Peut-être, je suis pas un spécialiste. Il était connu, le Seigneur des Anneaux, non? Non, excuse-moi, pardon, non, tu es malade, je ne peux pas faire des choses, comme ça. Donc, j'ai baissé la garde, ça y est. Sur ces personnages, leur nom, leur petite photo, là, et dans le cercle rond, c'est leur valeur stratégique. Oui. Donc, on voit que Hannibal a 1 est facile à activer, puisqu'il pourra s'activer avec les cartes. C'est le coup d'activation. C'est ça. Alors, la carte 3 permet d'activer des généraux de 1, 2 ou 3. Et 3, ok. Hannibal peut être activé avec une carte de 1, de 2 ou de 3. Hanno ne peut être activé qu'avec une carte de 3. Oui, il est plus dur à bouger, le garçon. Il est un petit peu lourd, à la comprenette, il n'est pas très réactif. Et Hannibal, à côté de ça, il a un 4 dans un carré, alors que Hanno a un 2. Oui. Et donc ça, c'est la valeur tactique. C'est-à-dire qu'au combat, Hannibal donnera 4 cartes de combat supplémentaires, alors que Hanno n'en donnera que 2. Ah, ils offrent des cartes. Alors, ce ne sont pas les mêmes cartes. Ça, c'est parce que là, c'est sur dans d'autres jeux, ils auraient les mêmes valeurs, mais au lieu de donner des cartes, ils donneraient des bonus au dé. D'accord. Mais voilà, ça, c'est la valeur tactique. La valeur stratégique, celle qui est la plus utilisée, la plus importante globalement, c'est quand même c'est le petit rond qui permet d'avoir des cartes comme ça. Qui permet d'avoir des cartes de bataille, des bonus de bataille plus rapidement et d'utiliser le personnage. Dans le détail, c'est pas très grave. Plus au taquet. La dernière façon d'utiliser cette carte, c'est une carte de 3. Une carte de 3 peut servir à toucher un renfort. Là, entre Rome, Carthage et 3, on ne va pas y arriver. Hein. Mais 3, c'est loin, donc ça va. Donc, une carte de 3 peut être jouée aussi pour toucher un renfort. Donc ça, c'est spécifique aux cartes qui valent 3. Les autres, ça ne marche pas. Et la dernière chose... Alors ça, c'est dans les règles. C'est dans les règles. Okay. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est... Elles vont de combien les cartes? 1, 2, 3 1, 2, 3. D'accord. Ce qu'on peut dire aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on peut classer ça plus comme un wargame qu'un jeu de plateau. C'est parce que les règles, écrites tout petit, ça fait 12 pages et on est déjà dans des choses un peu costauds. Bon, on était à l'époque dans des besoins aussi de sectoriser un peu les trucs pour savoir de quel clan on était. Là, clairement, on est entre les deux. On est entre les deux. C'est pas spécifiquement wargame, c'est pas spécifiquement un jeu de plateau, bien que comme il y a un plateau, voilà, c'est les deux. C'est-à-dire, on peut dire, c'est quoi, un jeu historique en fait. C'est un jeu historique simple. Voilà. C'est-à-dire que dans la plupart des jeux de plateau, en général, on peut dire succinctement, l'aspect historique est remisé au second plan, même quand il est présent, pour avantager les mécanismes. Là, on est bien dans un jeu dont les mécanismes sont au service de l'histoire. Voilà. Ce qui évidemment le rapproche du wargame. C'est là que si on veut rentrer dans le purisme, on va parler de degrés de simulation par rapport à la jouabilité. C'est pour ça que j'aime bien parler moi de Mémoire 44 où je dis il y a une très bonne conciliation et c'est pour ça que ce jeu de plateau Wargame Mémoire 44 existe et qui va fêter bientôt ses 10 ans. C'est parce qu'on a une conciliation entre le niveau de simulation et le niveau de jouabilité qui est très fort. Première fois, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de We the People, c'était la première fois, alors les puristes ont un peu râlé, mais pas longtemps, en disant que c'était un jeu d'initiation au mieux. Ouais, mais en même temps, on peut y jouer en une soirée. Et on s'est aperçu que la simulation historique était parfaitement rendue avec des règles qui étaient beaucoup plus simples à appréhender. Parce que là, ça peut faire peur aujourd'hui, mais ça reste relativement simple comme règle. La dernière chose, et puis après, du coup, on va pouvoir expliquer la mécanique de jeu, c'est l'utilisation d'une carte. J'ai 3. Je joue une carte de 3 et ça va me permettre, si je suis le carthaginois, de jouer jusqu'à 3 marqueurs politiques sur une zone. D'accord. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans celle-ci, il y en a 7. Si plus tard, j'arrive avec, par exemple, un autre marqueur politique, je vais gagner, cette province votera pour moi à la fin du tour pour dire on est plutôt du côté de Carthage ou plutôt du côté de Rome ou neutre. Idubeda. Voilà. Et c'est important parce que ça veut dire aussi que si je me bastonne
et qu'il y a il y a une bataille rangée entre Romains et Carthaginois dans cette province, j'aurai aussi une carte de plus, donc un bonus en bataille. Bonus parce que la population. Parce que globalement, la province est de mon côté et que ça se situe sur un terrain qui m'est favorable. D'accord. Hein, les supporters de foot connaissent bien ça, notamment sur les batailles On joue rangées à à la domicile. fin. Voilà, on joue à domicile. On joue à domicile, les CRS sont des locaux, ils tapent plus sur. Ah, non, pardon, excusez-moi. Bon, c'est de mauvais goût, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Donc voilà. Et donc, le tour de jeu, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder. Là, il y a 9 tours de jeu maximum. Oui. On voit qu'il y a le fameux Scipion africain qui arrivera au tour 6. La grande vanne de civilisation. Hein. Voilà, combien Scipion tu attaques Scipion, voilà, parce que voilà, j'attaque en Afrique, Scipion l'Africain. Bon, voilà, ça, à toutes les parties, on faisait ça. Ouais. Hein, oui. En général, celui qui la faisait se prenait des coups après. Hein. Ou quelquefois on anticipe à quel moment, mais voilà, le Wargamer est aussi connu pour aimer les blagues pourries, donc assumons. Qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'ici on a 7 cartes, donc si sur un début de jeu, alors il y a une phase de renfort, on ne va pas en parler, et à la fin du tour il y aura une phase d'hiver. Chaque tour indique en fait le nombre de cartes auxquelles on va avoir le droit. Et on va avoir le droit à un certain nombre de cartes. Alors ça dépend des jeux, mais dans celui-ci j'en suis à 6, à 7. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est quoi en général? 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9. Ah oui d'accord, ça ne varie pas énormément. Voilà. Alors en fait, plus les tours durent, plus ça va être en faveur de Rome parce que oh mon Dieu, vous avez perdu. Et donc du coup, je vais avoir des cartes comme ça, et ça va me permettre de dire, je joue ça. Alors là, par exemple, ça peut être une révolte celtibérique. D'accord? Ce qui ne va pas forcément être très arrangeant pour le Carthaginois, donc je vais plutôt le jouer comme étant une carte. Mais je vais pouvoir faire une majeure campagne, des marches forcées, parce que normalement, mon général avec ses troupes sur un tour va bouger de 4, mais avec une marche forcée, il pourra bouger de 5. Là, je peux lever des éléphants à Carthage si je veux. Alors, sauf que ça, c'est toi, si tu es le Romain, tu ne pourras pas, parce que c'est que Carthage. Ah, je suis le Romain, moi, je ne savais pas encore. Hein. On va dire, parce que tu vois, Carthage, Rome, comme donc ça. je ne peux pas la jouer. Si, tu pourras la jouer, mais pas pour l'événement politique. Je peux la jouer pour le 2, c'est tout. Ça. Ouais, je peux activer un 2. Là, tu pourras bouger un 2 ou tu pourras mettre 2 marqueurs politiques quelque part. D'accord. D'accord. Et on va jouer comme ça, chacun son tour, une carte, avec le fait qu'on va retrouver des éléments historiques. Donc pour Hannibal, le plus fameux des éléments historiques, c'est le fameux passage des Alpes. Oui. C'est-à-dire que quand il arrive par là, alors tiens, je veux bien que tu me redonnes. Je veux bien, on pourrait avoir, mes éléphants pourraient me servir dans ces cas-là. Hein, je me rappelle, j'ai vu un tableau, il a fait ça avec des éléphants. Il a fait ça avec des éléphants, et il n'en restait pas beaucoup après le passage parce que ils sont pas trop faits pour aller faire du ski. C'est pas montagnard tellement les éléphants. Non, il manque de bonnets à leur taille. Voilà. Et puis de moufles aussi. Donc voilà, donc du coup, je peux faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, j'arrive là. Et le coup d'après, 1, 2, 3, et puis du coup, je vais passer ici, 4. Et là, comme je passe le col des Alpes, on va les lancer sur une table d'attrition en fonction de la taille de ma troupe pour savoir combien je perds de troupes à cause du climat et du passage de Skoll. D'accord. Voilà. Donc là, on a une petite table juste pour l'événement marquant, on va dire, de la période. Cet événement marquant est dans cette table parce que ça va servir dès qu'on est l'attrition, ça va montrer toutes les pertes à chaque fois qu'il y a un combat. Plus le combat dure, plus on aura des pertes, sachant que le défenseur prendra des pertes en plus parce qu'il a perdu, il se fait courir aux fesses et donc les mecs qui le poursuivent en profitent pour dégager des troupes en plus. Si on fait des sièges, parce qu'on voit qu'il y a des cités avec des murs, pardon. Mais allez-y, vous allez survivre jusqu'à la fin de l'explication, j'aime mieux vous le dire. En fait, j'aimerais bien. Voilà. On a un contexte assez général sur l'ensemble de ces choses. D'accord. À la fin du tour, qu'est-ce qui va se passer? On va compter les provinces qui comptent dans ce conflit de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Carthage en a une seule. D'accord. 5, c'est la province, pas le nombre de pions de contrôle. Il faut la majorité dans la province. D'accord. C'est là où ce petit pion fait toute la différence, puisque s'il est là, cette province est du côté de Carthage. S'il n'est pas là, il n'y a plus la majorité, elle n'est pas du côté de Carthage. Comment on vire les pions adverses? On se met à leur place avec des cartes? Il y a plusieurs façons de faire. Quand on a une bataille majeure, ouais. C'est-à-dire que quand il y a plus de 5 troupes d'un côté, ouais. D'accord, celui qui perd va perdre des pions. D'accord. Ah oui. Il perd de l'influence. Il perd de l'influence. Oh, il s'est pris une pâtée. C'est ça. Et on ne va pas continuer à être avec lui. On ne va pas continuer à être avec lui. On peut aussi perdre des pions. Si par exemple, moi je suis là en Italie, eh ben, tout à l'heure je disais on peut placer des pions. Eh bien, comme je suis sur un pion adverse, au lieu de placer un pion ici, à la place, je pourrais retourner sur celui sur lequel j'ai des unités de combat. C'est-à-dire que je leur dis, au fait, t'as vu, je suis fort là. Ouais, t'es avec qui? Ah oui, je suis avec toi. Ok. Et donc, c'est dingue cette propension que les gens se mettent à être copains avec les plus forts. Hein. C'est tout à fait étonnant. Mais enfin bon, c'est comme ça. Voilà.
Et puis, le dernier point, donc on arrive à la fin du tour de jeu. Il y a une phase d'équilibre politique qui se fait pour savoir qui a la majorité. Donc là, on va dire que Carthage ne l'a pas. Donc on compte les zones de Carthage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Rome, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 7. Il y a un avantage de 2 en faveur de Rome. Carthage va devoir enlever 2 de ses pions quelque part. D'accord, ça c'est à la fin de chaque tour. 2. À la fin de chaque tour, on fait ça. Les conditions de victoire? Eh bien, ça va être simple. Soit Rome a tué Hannibal, ça c'est réglé. Soit Rome a pris Carthage ou Carthage a pris Rome, globalement. D'accord, les capitales sont importantes. C'est important, ouais. Et la dernière chose, c'est la phase de collapse politique. Collapse politique. Voilà, excusez mon franglais. Je vais perdre si à un moment, à la fin du tour, je dois enlever des petits pions comme ça, ronds, de contrôle politique, et que je n'en ai plus à enlever. Ah oui, mais là, ça veut dire que déjà, vous n'étiez pas très bien globalement. Ça veut dire que ça commence à faire un commençait moment à puer que du ça pâté. sent le pâté depuis un petit moment. D'accord. Voilà. Et le jeu va se terminer. Okay. Donc, soit à la fin du jeu, à ce moment-là, c'est qui est le plus influent. Mais ça, c'est une espèce de victoire à l'attrition où on repartira pour une troisième guerre punique. De toute façon, c'est ce qui se passera. C'est ce qui s'est passé, oui. C'est ce qui s'est passé. Oui. On va essayer de parler correctement. Et soit il y a une victoire qui intervient plus tôt. Donc là, c'est aussi... Fameuse guerre punique qui peuvent nous valoir la victoire dans Respublica Romana, qui mettons, on en parlera une autre fois, qui est encore autre chose. Qui est encore un autre style de jeu. Qui est encore un autre style de jeu contemporain, même sorti un petit peu avant. Et qui a aussi révolutionné à son époque. Là, je crois qu'on a compris à peu près ce qui passait. Ça dure quoi, 1 heure, vous avez dit? J'y crois pas. Celui-ci, quand on sait jouer, je pense qu'en 1h30, la partie est finie. D'accord. Vraiment, c'est super simple. En même temps, on joue à 2. Alors, donc les la seule difficulté, c'est que qu'il faut trouver le jeu en français si on ne parle pas anglais. Oui. En même temps, vu le niveau d'anglais, oui, on devrait pouvoir vu que moi j'y arrive à jouer, hein, c'est aussi une façon à un moment de se coller à l'anglais, c'est de jouer à des jeux qui n'existent pas en français. D'accord. Je vous ai embarqué la règle des We the People, vous les rangerez après. Vous avez apporté d'autres jeux. Le premier, c'était We the People. Donc, le monsieur qui a créé ça. Il y a eu le second qui est sorti, c'est Successors. Successors. Donc Successors, c'est sur les Diadoques. Oui. Alexandre le Grand, il allait jusqu'en Inde et tout ça et tout ça. Et sur le chemin de retour, il est mort. Oui. Et là, il y a tous ces généraux qui ont dit... Il était malade. Ouais. Tous ces généraux qui ont dit c'est moi le futur. C'est moi qui prends la suite de l'Empire. Il y a eu une petite guerre de succession qui a duré un certain temps. Et donc, du coup, on a Ptolémée, puis 2-3 petits copains comme ça qui sortent et qui réclament la suite d'Alexandre. Ptolémée, c'était l'Égyptien. Oui, mais il travaillait pour Alexandre. C'était un de ses généraux. De toute façon, Successors, ce sont des généraux d'Alexandre. C'est lui qui lui a appris à lire et écrire. Enfin, c'était son prof au départ. Peut-être, je ne sais plus. Il me semble. Vous vérifierez. Voilà. Donc ça, c'est un jeu. Alors la particularité de celui-ci, c'est que c'est un jeu. On approche vraiment du jeu de plateau parce qu'il se joue jusqu'à 4 joueurs. Ah oui, d'accord. Là, on passe à 4. Il est plutôt à 4 joueurs. Il est plutôt à 4 joueurs. On retrouve. Je vais vous montrer juste le petit plateau de jeu. On retrouve ces mouvements par zone avec les cartes qui jouent sur du politique. Non, je ne vous le sors pas parce qu'il y a plein de pions. Ça va être le bazar. Je vais mettre le bazar dans votre boîte, monsieur. C'est très mal rangé. Hein. Vous l'avez. Donc plateau en 2 parties. Voilà. Et on retrouve, vous voyez, toujours le même. Je vous le montre là. Je vais le montrer là. Tiens, Node, par ici, si tu veux bien la voir. Non, par là, tu veux pas. Tu préfères par là, d'accord. Voilà, on retrouve toujours le même type de plateau de jeu. C'est à ça qu'on les reconnaît en général. Hein. Avec le déplacement par les pieds. On a du mouvement stratégique avec des grandes zones parce que l'aspect tactique nous intéresse peu. D'accord. Donc le troisième qui est sorti dans la série, c'était Hannibal, dont on a parlé. Il y en a un autre. Alors excusez parce que. En fait, Hannibal, on le connaît mieux parce qu'il a été français alors que les autres pas. Hein. Voilà. Et Hannibal, c'est vraiment le plus accessible. Alors celui-là, je ne le connaissais pas. On a Swords of Rome. Swords of Rome, l'épée de Rome, qui est sorti chez GMT donc cette fois, en 2004. D'accord. Et là, qui se joue sur le donc là, c'est que Rome avec la carte de l'Italie. Là, on voit en fait, par rapport aux dates, par rapport à ce qu'on a ici. 362, en gros, ça, on est avant les guerres puniques. On est sur l'expansion de Rome avec le fait qu'il y a les Gaulois, il y a je ne sais plus qui, il y a 4 nations possibles. Il y a les Grecs. Il y a les Grecs. Il y a les Gaulois. Il y a des Indiens.
Il y a des éléphants indiens, pardon, c'est pas les... Des éléphants africains. Oui, Indian War éléphant. Ah oui, non, oui, quand même. Hein. Ah oui, parce qu'il y a notre ami les Macédoniens. Et il y a des Étrusques. Il y a des Étrusques. On ne parle pas assez d'eux, les Étrusques, hein, franchement. Moi, non. Ça, c'est vraiment une 4 joueurs. Alors, c'est celui que je connais le moins, parce que c'est pas ma préférée. Non, mais c'est pas mes préférés de jouer à plusieurs, en fait. Il est assez peu connu par rapport aux autres. Bah, de toute façon, les jeux que je vais vous présenter ne sont pas forcément les plus connus. Hein. Parce qu'après, toujours chez GMT, puisque GMT a pris un peu la suite. Non, c'est pas la réédition. Ça, c'est le. Non, c'est Force the People, parce que là, on est sur la guerre de sécéession, la guerre civile américaine. Ouais. Donc là, on 1861-1865. Je ne le connais pas par cœur, je viens de le lire sur la tranche. Ça, c'est la première édition du jeu. Je crois qu'il y en a eu 2 autres depuis, où à chaque fois, ils rééditent et tout ça. Voilà. On peut parler, hein, parce que pour le plus connu de tous les card-driven systems, c'est Twilight Struggle, qui joue sur la guerre froide. Oui. Pour donner des chiffres, Twilight Struggle en 10 ans, qui est celui qui s'est le mieux vendu. Twilight Struggle en 10 ans. La carte qui est là, alors là, c'est une grande carte des États-Unis, d'un bout de l'Est des États-Unis. Et on retrouve toujours ce petit système de zones avec les connexions qui sont les routes. C'est ça. Twilight Struggle, donc je disais, parce que pour me donner un peu l'idée des ventes et de l'importance du marché, Twilight Struggle en 10 ans de jeu. C'est 20 000 exemplaires vendus sur toute la planète. C'est pas BZF. Hein. C'est pas énorme. C'est quand même on est quand même dans du jeu. Et ça, c'est celui qui s'est le plus vendu. D'accord. Ce qui explique que les éditeurs de Wargame ont été les premiers à faire une espèce de crowdfunding que GMT appelle le P500. Ouais. Alors là, on peut présenter le P500, c'est assez rigolo parce que c'est intéressant. Ça existait déjà pour les bouquins au XVIIe siècle. Ça s'appelait la souscription, tout simplement. En fait. Voilà. Alors pourquoi P500 ? C'est Programme 500. En gros, GMT, et ça continue, GMT s'engage, propose des jeux en disant on va développer tel thème. En général, la communauté connaît le créateur, quel type de jeu il développe, comment il fait ses mécanismes. Et du coup GMT s'engage. Je cherche mes mots. GMT s'engage à éditer le jeu à partir du moment où il y a 500 souscripteurs, carte de crédit à l'appui. La production part au moment où il y a 750 souscripteurs. Et en gros, plus on intervient tôt dans la souscription, moins le jeu nous coûte cher. Ah oui, c'est ça. Voilà. Plus on s'engage tôt en participant à. Et on connaît d'autres sites qui parlent de Puicos. Voilà. Bah oui, voilà, c'est ça. On n'a rien inventé, je vais vous dire. Hein. Donc voilà, donc ça existe et c'est ce qui a permis à certains jeux d'exister parce que sinon il y avait un risque éditorial trop fort. Ouais. Mon préféré, c'est celui-ci qui va parler aux cinéphiles, qui va dire quelque chose parce que Les Sentiers de la Gloire de Kubrick, et ben voilà. Ouais. Donc ça, on est 14-18. On est sur la Première Guerre mondiale au moment où on va lancer le centenaire. C'est pour moi le meilleur jeu. Alors là, on est plutôt sur une durée de jeu de 40 heures. Ouais. C'est du wargame simplifié, mais 40 heures quand même. 40 heures, je vous montre la petite carte là derrière, monsieur Nod. Voilà, donc ça se passe donc évidemment. Peut-être un peu moins de 40 heures. Évidemment 30, dans le nord de l'Europe, de l'Ouest, on va dire. Alors en fait, il y a une carte aussi, on peut jouer jusque. Il y a d'autres cartes. On retrouve exactement le même. Alors là, il y a un niveau de simulation un peu plus poussé. Hannibal faisait 12 pages de règles, celui-ci doit en faire 24-25. D'accord. 40 heures de jeu, mais une réalité historique. Non, on reste sur l'aspect stratégique des choses, avec une tension très forte. Et on retrouve vraiment ce qu'a fait l'essentiel du conflit de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire une guerre d'attrition entre des populations. Quel est le côté qui est capable de prendre le plus de pertes, d'épuiser la population de l'autre pour qu'il n'ait plus de poitrine à aligner pour tenir des fusils et qu'à un moment il soit obligé de se rendre, ce qui a donné le cas en 1918, avec ce truc particulier que l'Allemagne a perdu sans avoir été empiétée sur son territoire national, simplement parce qu'à un moment ils savent que ils n'ont plus les moyens de faire la guerre. Par épuisement, mais ils gardent ça en tête quand même. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que ce type de jeu est intéressant, parce qu'on va retrouver, ça permet de retracer cet aspect politico-stratégique que sur un wargame pur et dur, on n'aurait pas, puisqu'on gérerait que l'aspect purement militaire. D'accord. Voilà, c'est toute la richesse qu'apporte... On a la globalité. Ça commence quand la guerre est déclarée, où on a déjà la déclaration de guerre, enfin les prémices qui font que les tensions amènent à ce que la guerre... Non, là, ça commence avec la guerre déclarée. Par contre, ça commence à la déclaration de guerre avec la Serbie, l'Autriche, l'Allemagne, puis la Russie, la France. Et les pays comme l'Italie qui rentrent plus tard, la Bulgarie qui rentre plus tard, la Grèce qui rentre plus tard avec le débarquement de Salonique. Ça intervient grâce à des événements. Type de jeu, voilà, gérer les assassinats politiques, Non.
Parce que l'assassinat politique, on considère que c'est un épiphénomène. C'est-à-dire que quand il y a l'archiduc qui se fait tuer à Sarajevo, on considère que c'est un casus belli, mais que si ce n'était pas celui-ci, il y en a un autre qui serait arrivé. C'était purement symbolique. Voilà. Okay. Et les nations avaient envie de se foutre sur la tête. Oui, tout était déjà tout prêt. Voilà. Il y en a un autre, alors je vais parler de celui-ci, qui 30 Years War, qui est peut-être... 30 Years War, la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans en Allemagne. Donc ça, c'est vraiment... C'est beaucoup moins connu, ça, la guerre de 30 ans. C'est la dernière des grosses guerres de religion en Europe. Oui. Celle qui a donné naissance en 1648. Alors là, les amateurs de droit public international vont aimer, puisque la fin de 1648, c'est le traité de Westphalie, qui base toute la notion de droit international public, qui fait que notamment les citoyens des pays vont être reconnus par rapport à leur pays et ne plus avoir une espèce de citoyenneté par rapport à leur religion. Ouais. Ça, c'est une grosse avancée. Le droit du sol ? Non, autre chose. C'est juste qu'avant, tes droits étaient liés à plutôt de quelle religion tu es. Ouais. Et donc, si tu n'es pas de la bonne religion au bon endroit, ça ne se passe pas bien, globalement. Et là, ça va être plutôt là où tu habites, c'est ta citoyenneté. La notion de droit du sol va sûrement en découler. Mais surtout aussi, il y a l'aspect droit international public, dans le sens où les traités internationaux ont force de loi par rapport aux lois internes votées par les gouvernements. Pareil, petit côté sur la carte, là, on se retrouve plutôt en Allemagne. Alors, pour nos amis allemands, c'est une période qui est très très importante pour eux, parce que pour l'Allemagne, entre la France, qui était catholique, mais du côté des protestants, parce que de l'autre côté, il y avait l'Espagne qui était catholique et qu'il fallait aller un petit peu latter, il y avait des enjeux de pouvoir et de domination en Europe. Le territoire allemand a subi alors je ne vais pas parler de génocide, mais en tous les cas des vraies catastrophes, parce qu'il y a en 30 ans, il y a certaines zones de l'Allemagne qui ont perdu 90% de leur population. D'accord. Un jeu de chez GMT, donc... alors là, tout à l'heure, tu me disais, chaque joueur, est-ce qu'il a son paquet de cartes ? Là, non, mais dans celui-ci, oui. Et en plus, on a, tout comme dans Pass of Glory, mais ce n'est pas spécifique aux joueurs, enfin si, c'est spécifique aux joueurs, je veux dire, on a chacun son paquet de cartes, et en plus, en fonction de la phase de la guerre, on va être en early, normal ou later war. Il y a des types de cartes suivant les périodes. Et là, je vois derrière histoire que les événements historiques n'arrivent pas dans n'importe quel ordre. Les pions militaires ont des valeurs à la wargame un petit peu plus classique. On commence à avoir des pions qui ont plusieurs valeurs. Avec plusieurs valeurs. Voilà. Là, on retrouve un peu des côtés classiques. On augmente le degré de simulation. Combien de temps ça 30 ans la partie. À peu près comme Pass of Glory. Et puis le dernier, je l'ai gardé en dernier parce que... Wilderness War. Donc celui-ci, c'est sur la guerre entre les guerres canadiennes et les guerres indiennes. La France et l'Angleterre qui se bastonnent pour avoir le contrôle du Canada. Avec un code américain, non avec des locaux, donc qui sont des milices, avec des Indiens aussi, donc ce que les Anglais appellent les Indians noirs, justement parce que ils ont beaucoup frité les Indiens, les Français essayant de ménager les populations indiennes parce qu'ils étaient en sous-nombre. Donc là aussi, ça se joue en 3 phases, ça donne des choses qui sont assez historiques. Et pour le coup, pourquoi je parle de ce jeu-là ? Parce qu'on a un autre jeu, en jeu de plateau cube en bois plus classique, qui rejoint du deck building, qui est A Few Acres of Snow. Qui reprend le même thème, qui est sorti en français, mais qui reprend le même thème avec un niveau de simulation un petit peu différent, mais où aussi le système de jeu est poussé par des cartes, mais avec un côté deck building plus fort. Avec un côté deck building, ne pas confondre. Même si dans le card-driven system, on a un petit côté deck building aussi. Alors, la différence, on va voir. Card-driven, ça veut dire qu'on utilise des cartes pour gérer des événements qui autrefois étaient gérés avec des dés, avec des cartes multi-usages qui vont permettre, comme des couteaux suisses, d'avoir une meilleure maîtrise sur le jeu, une meilleure plasticité dans les règles, alors que le deck building, c'est de la gestion du paquet de cartes. On va se constituer des paquets au fur et à mesure de la partie qui vont grandir et permettre de mieux contrôler le jeu. À la demi-million, voilà. Mais là où c'est permissif, c'est que du coup, il y a quand même un petit côté deck building dans ces jeux-là. Ah oui, puisque les événements super importants... Martin Wallace n'a pas inventé le deck building. Disons qu'il allait un petit peu plus loin dans la jouabilité par rapport à ce type de jeu. C'est Dominion, le premier qui l'utilise à plein régime. Qui fait que ça. Voilà. Là, du coup, on le retrouve, puisque souvent, les événements importants sur les aspects politiques, si on les joue,
on va être obligé de défausser définitivement la carte, Ouais. qui en général, plus l'événement est important, plus les autres valeurs de la carte seront importantes. Donc il y a un choix à faire avec le fait de, si je joue cette bonne carte qui va m'amener elle ne reviendra pas, et du coup je vais appauvrir mon deck. C'est un vrai jeu de deck building aussi. Donc on a un côté deck building qui est assez fort, et c'est aussi pour ça qu'on est très proche on est vraiment sur du board game, mais avec un niveau de simulation qui reste fort, et je dirais qu'à la limite, la grosse différence, ça va être le volume horaire nécessaire pour faire une partie. Combien de temps? 40 heures aussi? Non, je dirais une 10-12 heures. 10-12 heures. Après, avec des gens qui jouent vraiment très rapidement, on peut baisser le temps de jeu, mais il n'y en a aucun qui permet de jouer en 1h30 comme Hannibal. Avant que nous nous quittions, j'aurais une question à vous poser, monsieur Nico. Peut-être vous n'aurez pas la réponse. Pourquoi donc est-ce toujours les Américains qui nous font des jeux comme ça? Alors, moi, d'abord, est-ce vrai? Parce que là, vous nous avez présenté des jeux, c'est tous des jeux américains. Alors d'abord, il y a un éditeur français qui vient de faire des choses, mais il est déjà épuisé sur du napoléonien. Oui. Alors pour le coup, parce que ce que GMT a fait sur le napoléonien, je le déconseille, je trouve que c'est pas très bon. Ah voilà, on va voir la petite guéguerre quand même, les cultures qui je sais pas si c'est une guéguerre parce que... Non, alors les Américains font des très mauvais jeux sur Napoléon, vraiment. Alors en fait, c'est autant sur la guerre civile. Non, c'est faux, parce que ce qu'a fait GMT sur le napoléonien, je trouve que c'est pas très bon, mais mon point de vue n'est pas consensuel, donc je ne vais pas dire que c'est mauvais. Je dis juste que moi, je trouve que c'est pas très bon. Après, c'est aussi parce que j'aime pas le multijoueur sur ce style de jeu. Mais par exemple, sur une période moderne, on a Here I Stand, qui est fait GMT, qui permet de jouer jusqu'à 6 joueurs, avec toute la partie réforme, l'apparition des protestants en Europe et tout ça, qui est très bon, que moi j'aime pas, mais qui est très bon. Donc du coup, ça c'est un point de vue. Je trouve que ce qu'ils ont fait sur le napoléonien n'est pas bien. Mais si on veut citer des Américains, ils ont fait un jeu en card-driven system aussi, c'est OSG, qui veut dire je ne sais plus quoi, Study Group, qui a fait un jeu mais qui est sorti il y a 7-8 ans, qui doit être difficile à trouver. Enfin moi je ne l'ai pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas emmené, mais c'était plutôt pas mal. Et il y a donc cet éditeur francophone qui l'a sorti. Le nom, dites-le. Je ne sais plus. Guillaume en a parlé dans sa vidéo. Bah alors allez voir les vidéos de Monsieur Guillaume. Sauf que c'est sorti en anglais, bien sûr, pour avoir une chance d'être vendu. Eh oui, même les éditeurs français, d'accord. Voilà. Parce que là, oui, parce que l'anglais, c'est la langue internationale. D'accord, mais pourquoi plus d'éditeurs sur le wargame moi, je pense que simplement, comme on a le cube en bois en blocage à l'allemande, comme on a le jeu de plateau à la française d'élimination qui n'a pas survécu à l'allemande parce que du coup les mécanismes à l'allemande, voilà. Comme on a le jeu de figurines qui est plutôt anglais, eh bien on a le jeu un peu historique wargame avec des éditeurs qui sont sortis aux US parce qu'il y a un marché qui est plus important et qui du coup c'est eux qui perdurent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui existent. Une dernière question, les jeux que vous nous avez présentés là, lesquels sont encore disponibles maintenant? Plus beaucoup? Chez GMT on les trouve, moi j'en vends pas, mais chez mes collègues concurrents, je pense que vous pouvez en trouver. Les GMT, on peut les trouver les GMT on les trouve assez facilement. Si vous aviez un wargame à proposer pour ceux qui aimeraient se mettre au jeu historique? Moi je trouve que celui-ci. Oui d'accord, 40 heures. Pour s'initier 40 heures, non, on va pas le prendre. Pour s'initier, Hannibal c'est pas mal. Hannibal, faut le trouver, d'accord. Voilà. Globalement, We the People a été ressorti chez GMT sous je ne sais plus quel titre il n'y a pas longtemps. Il faut parler un peu anglais. De toute façon, il faut parler un peu anglais. Pour le wargame, c'est mieux. Bon, monsieur Nicolas, merci d'être venu nous expliquer tout cela, et particulièrement Hannibal, Rome vs Carthage. Je vous remontre, on n'a pas la version ici de chez Descartes, qui était plus grand, une plus grande boîte. Ça, c'est la version de chez Avalon Hill. C'est pour ça que je préfère la version de Avalon Hill. Chers amis éditeurs, plus vous réduisez les formats, plus les joueurs peuvent avoir de jeux dans leurs armoires. Une époque où on disait plus c'est gros, mieux les gens le voient. Ça a changé depuis. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cela aura été utile et intéressant pour vous. Et on se retrouve dans une prochaine Trick Track TV où on va parler carrément complètement d'autre chose. À bientôt.